Les réseaux neuronaux, on en parle depuis des décades. Pouvez-vous nous dire en quelques mots à quoi cela correspond? Qu'est-ce que l'on peut en attendre? Et puis on parle pour ces réseaux neuronaux d'apprentissage, le machine learning, le deep learning, des mots qui impressionnent beaucoup. Pouvez-vous nous dire un mot sur ces possibilités d'apprentissage avec les progrès des techniques de l'électronique, de l'intégration, des vitesses de calcul, avec l'amélioration des algorithmes, du big data, d'Internet et des IoT, ces machines physiques ou virtuelles, apprenties au début, pourront-elles dépasser leur maître, devenir intelligentes, voire plus intelligentes que lui? Voilà notre question. Alors bon, c'est très simple, la réponse à la question c'est non, pour la F1. Voilà. Pour parler des réseaux de neurones, alors c'est pas nouveau, hein, les réseaux de neurones, on en parle depuis les années 50. Voilà. D'accord, donc c'est quoi? C'est en gros des fonctions mathématiques qui vont adhérer à un modèle statistique. D'accord, donc je ne peux pas détailler là, parce qu'on n'a pas le temps, donc je ne peux pas détailler comment ça marche, mais en gros, on donne des données, ces neurones vont se coller à ces données, et après quand on va montrer à ces modèles qui ont été créés, quand on va montrer des exemples, ils vont voir s'ils vont coller à ces données elles-mêmes. Donc on peut représenter ça très bien en 3 dimensions, mais en fait, en vérité, c'est des dizaines de dimensions, parce que chaque neurone a des dizaines et des dizaines de paramètres. Et donc, ce qui s'est passé depuis les années 50, dans les 60 dernières années, en fait, il y a de plus en plus de neurones possibles pour utiliser des problèmes particuliers, et il y a de plus en plus de paramètres par neurone, donc dimensions ciblées par neurone. Donc on se retrouve avec des états à multiples dimensions, avec plein de chiffres, donc c'est très très compliqué. Et donc ce qui est bien avec l'avancée de l'informatique, c'est qu'on peut faire ces calculs très très compliqués pour modéliser des trucs qui ne sont pas forcément eux très compliqués, qui sont des tâches qui ont l'air faciles pour nous, comme reconnaître par exemple une couleur, reconnaître si c'est un chat ou si c'est un chien, reconnaître de la parole, reconnaître de la musique, des choses comme ça. Donc on peut appliquer ça à tout, mais ça va être des réseaux de neurones qui vont être spécifiques pour chaque domaine, d'accord? Et on va pouvoir faire des choses qui vont être très 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 fortes. Et franchement, qui vont être plus forts que l'homme dans des domaines particuliers. Et la définition de notre intelligence, c'est pas une définition dans un domaine particulier. Notre intelligence, c'est qu'elle couvre tous les domaines. Et c'est justement la différence essentielle qu'il y a entre ces intelligences artificielles et nous, c'est que ce sont des intelligences artificielles qui vont être très très bonnes dans un domaine particulier. Par exemple, aujourd'hui, aux échecs ou au Go, la machine va être meilleure que nous, parce qu'elle est capable de faire des calculs beaucoup plus rapidement que nous, des millions et des millions de données, d'accord? Du coup, on ne peut pas faire, parce qu'on n'est pas assez rapide, d'accord? Donc, la machine est meilleure que nous déjà au Go et aux échecs. Ça, c'est clair, d'accord? Le robot est meilleur. Mais, malheureusement, il joue qu'au Go et il joue qu'aux échecs. Nous, on peut jouer au Go, aux échecs, mais on peut faire plein d'autres trucs. Et donc, du coup, ce qui définit notre intelligence, c'est la multimodalité, la multidisciplinarité que nous avons par rapport à des machines qui sont mono-domaines. L'IA aujourd'hui montre des capacités extraordinaires, mais elle requiert des quantités gigantesques de mémoire, dévore une énergie effarante, vous le décrivez très bien dans votre livre, et n'est cependant, vous l'affirmez dans votre livre, toujours pas capable d'intelligence véritable. De plus, comparé à un cerveau humain intelligent de quelques 10 puissance 14 neurones, je crois, c'est de cet ordre-là, hein, et qui ne consomme que quelques watts, on est encore au niveau de la charrue, qu'on est très loin du compte. La technologie sur silicium semble approcher ses limites physiques. Peut-on espérer une révolution technologique dans un proche avenir qui irait dans le sens de cette réduction d'énergie pour des performances peut-être encore plus grandes? Passera-t-on de l'ère, comme vous le dites dans votre livre, du big data vers l'ère du small data, se rapprochant ainsi des performances et des dimensions du cerveau humain? Alors, je ne sais pas la réponse à la question. Ce que je sais, c'est que le big data n'est pas viable. D'accord? Donc, il n'est pas viable si. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on voulait copier un cerveau humain pour couvrir tous les domaines qui sont en gros infinis avec du big data, ben, c'est absolument pas possible physiquement dans notre monde d'aujourd'hui, parce que évidemment, on n'a pas assez d'énergie pour traiter ces problèmes. Donc, de toute façon, le big data n'est pas viable. Par contre, il est facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a des techniques qui marchent bien, et donc il va falloir faire des choix à un moment donné pour choisir les domaines
dans lesquels on veut vraiment appliquer ce big data, qui vont vraiment donner des choses. Appliquer du big data à des programmes de médecine, par exemple, ça ne me dérange absolument pas, si ça peut sauver des vies. Bien sûr. Appliquer du big data pour faire un jeu idiot, ça ne sert à rien. Donc il va falloir faire des choix pour les ressources qu'on a, parce qu'on a des ressources limitées qui sont en dehors du fait que l'informatique en bouffe beaucoup, en mange beaucoup aujourd'hui. On a un problème de toute façon d'énergie en général dans le monde, et donc il va falloir faire attention, et c'est pas seulement de l'écologie qui parle ici, c'est de juste sauver le monde, hein, c'est juste ça. Bon, bref. Sinon, après, est-ce qu'il peut y avoir d'autres méthodes? Oui, j'espère qu'il y aura d'autres méthodes. Donc, le second d'État, il va falloir y penser, il va falloir réfléchir à comment faire ça. Évidemment, par définition, le second d'État, c'est compliqué quand on parle de ces méthodes-là d'intelligence artificielle qui sont que des méthodes statistiques. Si on fait des statistiques avec moins de données, par définition, elles sont moins fiables. Elles seront moins bonnes. Il y a effectivement un problème ici, qui n'est pas seulement philosophique, mais qui est purement mathématique. Donc, il faut réfléchir à comment faire ça. Il faudra, à un moment donné, effectivement, arriver à faire en sorte d'utiliser moins de data et moins de ressources pour faire des choses intelligentes. Maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas la solution pour tout ça. J'ai quelques solutions pour essayer de faire ce que j'appelle un distributed computing, qui fait qu'on va distribuer un peu les tâches aux endroits où elles peuvent arriver pour essayer de prendre des choses. Donc, ça serait du small data, mais ça ne va pas être facile. Maintenant, on peut imaginer peut-être un jour avoir quelque chose qui va être complètement différent de la mathématique, des méthodes mathématiques qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit de la logique ou des statistiques. Et donc peut-être un jour on arrivera à faire des systèmes biologiques qui vont se remplacer, qui vont ressembler plus au cerveau, et donc à ce moment-là, aujourd'hui, comme on ne sait pas exactement comment marche le cerveau, c'est aussi compliqué. Mais c'est peut-être l'avenir de l'IA pour qu'elle se rapproche du cerveau humain, qu'elle se rapproche de la façon dont ça marche, de la physique et de la biologie. Donc peut-être que c'est le quantique, peut-être, je ne sais pas. C'est vrai qu'on voit des articles dans ce sens, mais c'est très futuriste, quoi, encore. C'est très futuriste, et le quantique, il faut bien reconnaître quelque chose, c'est que par définition aussi, c'est très compliqué dans le sens où ça demande énormément d'énergie pour refroidir. Il faut comprendre que un ordinateur quantique ne marche aujourd'hui qu'à moins de 273 degrés. D'accord. Pour refroidir ça, ça demande une énorme masse d'énergie. Je comprends. Ça aussi, ça va être compliqué dans le purement énergétique. Bon, le bilan d'énergie dans cette histoire, c'est pas gagné d'avance. Non, là, c'est pas le fait que il va falloir faire des choix. Et à la fin, c'est vous qui allons choisir, hein, parce que de toute façon, c'est vous qui fabriquez les machins. Ouais. Donc c'est vous, les humains, qui allons choisir, et ça va être à la fin de la régulation. Donc il va falloir réguler, il va falloir dire, on peut utiliser des data pour ça, mais on ne peut pas utiliser pour ça. Faisons attention à nos ressources. C'est vrai, quand on voit le gaspillage de certains réseaux sociaux, enfin ça c'est autre chose. Oui, c'est autre chose, mais c'est un bon point. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné choisir, et donc choisir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humanité, nous, les citoyens, le peuple va devoir choisir ce qui make sense, ce qu'on doit vraiment faire. Ouais, c'est bien. Bonne conclusion. J'aurais voulu parler de la blockchain, mais c'est pareil, au niveau énergie, c'est une catastrophe. À mon avis. C'est une catastrophe, la blockchain publique est une catastrophe. Maintenant, on peut avoir des blockchains privées plus intelligentes, qui sont peut-être potentiellement intéressantes, mais on revient à des choses qui doivent être très problématiques. Merci beaucoup. J'ai encore une question à vous soumettre, si vous m'accordez encore quelques 2-3 minutes, maximum. Alors, vous êtes le co-créateur de Siri, l'assistant vocal d'Apple, que le monde entier connaît. Puis, vous êtes à l'origine des imprimantes HP connectées que le monde entier utilise. Ensuite, vice-président innovation de Samsung Monde, où vous travaillez dans l'interconnexion des objets, des IoT, dans le cloud. C'est des objets connectés. Vous avez une vue mondiale des grandes sociétés d'informatique, les GAFA aux États-Unis, et Samsung en Corée. Aujourd'hui, de retour vers la France, puisque vous êtes directeur du laboratoire de recherche IA de Samsung en France, laboratoire que vous avez largement contribué à créer et installer en France, puisque vous avez été notre ambassadeur auprès de Young Song, président et chef stratégie officer de Samsung, en coopération étroite avec Flore Pellegrin, Cédric Villani et même Emmanuel Macron. Au cours de ce parcours hors norme, vous avez compris la nécessité de la pluridisciplinarité parmi les équipes de recherche afin d'élargir les points de vue et les bienfaits des échanges souvent informels et libres entre chercheurs loin
de l'esprit de nos labos de recherche tels que vous les avez connus dans votre jeunesse. Vous avez introduit le free time. Pendant 20% du temps de travail, vos équipes de recherche font ce qu'elles veulent. Vous avez fait la preuve de l'intérêt pour la recherche de cette approche de partage et de réflexion. Il faut que les gens se sentent bien dans leurs activités pour travailler et inventer des choses intéressantes. On note bien sûr une évolution dans nos laboratoires actuellement, dans nos laboratoires de recherche en France actuellement, mais nous n'en sommes peut-être pas encore là. Alors voici notre question. Comment voyez-vous le village français? Comment nous situons-nous dans cette compétition mondiale? Pouvons-nous et avons-nous les moyens humains, techniques et financiers pour tenir un rang respectable dans ce concert international? Alors là, Luc, vous nous avez rassurés pleinement pour nous dire qu'au niveau mathématique, nos chères têtes d'étudiants français étaient vraiment au sommet de ce que l'on peut attendre pour travailler dans les domaines de statistiques et de mathématiques et dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc on est très bien armés. Au niveau humain, donc pas de problème. Technique, vous nous avez confirmé que oui. Après, atteindre un marché mondial, c'est peut-être plus difficile, mais vous nous assurez que la France est capable de tenir quasiment le haut du pavé dans le concert international de la recherche en intelligence artificielle. Ce qui nous rassure pleinement, et j'espère que nos chercheurs présents ce soir apprécieront beaucoup cette parole d'encouragement pour nos centres de recherche et de formation. Merci beaucoup, Luc, Julia, de nous avoir accordé ces quelques minutes d'entretien depuis San Francisco. Merci encore et à très bientôt.